Comment bypass des contrôles d'accès d'adresse email? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors quand on parle de contrôle d'accès d'email, il y a 2 cas différents. Donc déjà, pour un petit peu de contexte, il y a des logiciels qui parsent des emails pour en extraire le domaine et en déduire l'organisme à laquelle appartient le propriétaire. Donc si l'on imagine un site internet qui demande de nous log, soit il va rejeter tout email dont le domaine n'est pas, par exemple, gmail.com, ou bien il va pas accepter, un domaine en particulier comme par exemple gmail.com. Donc là je vais faire 2 parties. Une partie où je vais vous montrer la théorie pour pouvoir comprendre la deuxième partie qui sera la mise en application avec une démo. Donc là déjà, on peut se dire que c'est assez simple de déduire vers quel domaine un courrier sera acheminé, mais on va voir que c'est pas si simple que ça, même pour les emails qui sont conformes aux normes RFC. Alors, un RFC, c'est quoi? RFC, ça veut dire, Request for Comments et c'est des documents publiés par l'IETF et d'autres organismes, hein, qui vont décrire des normes, des protocoles, des procédures et tout plein de concepts qui sont liés à l'internet, et à ces technologies. Donc je pense que vous avez bien compris, les RFC parlent aussi des spécifications de standards, de formats comme les emails. Mais le problème vient lorsque l'on a rassemblé plusieurs RFC qui décrivaient des formats d'email et maintenant on se retrouve avec plein de cas possibles de valeurs comme des guillemets, divers encodages, etc. Et là, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans la partie théorique, pour voir des cas où l'on pourrait potentiellement exploiter des vulnérabilités liées au parseur. Donc déjà un petit rappel, une adresse email c'est composé d'une partie locale qui est juste avant le arrobase et un domaine qui est juste après le arrobase. Donc déjà premièrement on va aller voir le RFC 2822 qui est assez rigolo. Il nous définit plusieurs choses et puis après il se contredit juste après. Donc déjà il va définir ce que c'est qu'un attex, un atome, un dot atome. Donc ce que c'est qu'un attex, c'est une série de caractères qui peuvent être alpha, digit et des caractères spéciaux. Donc alpha c'est quoi? C'est l'alphabet qu'on connaît, l'alphabet latin de A à Z et grand A à grand Z. Des digits, hein, c'est de 0 à 9 et des caractères spéciaux. Donc on peut utiliser exclusivement ces caractères spéciaux. Donc ouais, un exemple, c'est quoi? Foo pourcentage 356 $, c'est autorisé. Maintenant, ce que c'est qu'un atome, c'est juste un ensemble d'attextes qui sont entourés de commentaires ou d'espaces. Donc là, comment il doit être placé entre parenthèses et j'ai mis un espace à la fin. Il y a aussi la définition d'un dot atome. C'est assez simple, hein, c'est juste on utilise un point, hein, le point n'était pas autorisé avant, maintenant on peut le mettre. Et voilà, vous l'utilisez pour séparer des attextes. Maintenant, plus loin dans le même document, il est spécifié que l'on peut utiliser des valeurs citées et des valeurs échappement. Donc ce que c'est qu'une valeur citée, c'est assez simple. Une valeur citée, c'est lorsque on va encadrer un caractère en particulier entre guillemets. Donc par exemple ici, là j'ai mis un caractère arrobase. Donc le arrobase qui n'était pas autorisé ici est interprété ici. Donc voilà, hein, le arrobase, ça donne foo arrobase lumos arrobase cipher, c'est assez drôle. Et aussi, vous pouvez utiliser l'échappement. Donc ça veut dire que le caractère qui se trouve juste après l'échappement sera aussi interprété. Les guillemets, le double guillemet qui n'était pas autorisé là sera interprété. Alors bien sûr, là, il faut avoir en tête que ça dépend des parseurs, hein. Si vous développez un parseur qui n'autorise pas le caractère échappement ou le guillemet, bah, enfin, tant pis pour ceux qui veulent l'utiliser, quoi, hein. Donc, ouais, va falloir faire une succession de tests pour savoir si le parseur que vous voulez tester autorise, oui ou non, les guillemets, enfin les valeurs citées et l'échappement. Donc maintenant, on va voir la partie encoding d'email, donc l'utilisation d'encodage dans les emails. Le RFC 2047 nous spécifie qu'on peut utiliser de l'hexadécimal et de la base 64.
Donc par exemple ici, je vous ai mis le pattern. C'est ce à quoi doit ressembler votre email qui doit être encodé. Donc au début, vous mettez égal, point d'interrogation, et vous terminez par point d'interrogation égal, et vous mettez après votre, je sais pas, votre domaine, qui est le domaine qui est autorisé. Euh, Là, vous allez spécifier le charset. Donc le charset, c'est quoi? C'est par exemple UTF-8, UTF-7, latin 1, etc. L'encoding, donc l'encoding, ça serait de l'hexadécimal de la base 64 et votre texte qui est encodé, donc soit en hexa, soit en base 64. Donc là, je vous ai mis bien ce qui indique où, comment c'est fini le mot encodé, hein. C'est bien ça et ça. Et après, vous mettez des séparateurs. Donc, je vous ai mis quelques exemples pour vous montrer comment est-ce qu'on peut représenter lumos.cypher@gmail.com. Donc, on commence par de l'UTF-8 et du Q-encoding. Donc, le Q-encoding, c'est quoi? C'est de l'hexadécimal avec un signe égal juste au début, hein, tout simplement. Donc, par exemple, ici, j'ai mis UTF-8. Du Q-encoding, alors le Q-encoding, vous spécifiez avec la lettre Q. Et après, vous mettez, alors là, j'ai mis en, Lumos en hexadécimal. Donc 6C, 75, 6D, 6F, etc. Donc c'est ce que vous obtenez hein, quand vous convertissez Lumos. Voilà, là je l'ai mis, j'ai fait sur Linux hein, une commande pour convertir Lumos en hexadécimal. Et puis après, ouais, vous décomposez et ça donne ça. Alors ce qui est sympa là, là vous avez remarqué que j'ai fait un mixte entre des caractères imprimables et de l'hexadécimal. Oui, parce que là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que bon, ça, c'est de l'ASCII connu et ça aussi. Mais quand il y a des signes égales, eh bien, si vous avez spécifié Q, donc du Q encoding, il va reverse ça, il va déchiffrer ça, enfin pas déchiffrer, mais décoder, décoder ce texte, et après il va le concaténer avec ça, et ça sera good. Vous avez aussi, je sais pas, enfin là je vous ai mis un autre exemple, ISO 8859-1, c'est aussi appelé latin 1 plus du Q encoding, donc c'est exactement la même chose, hein. Là je vous ai mis, c'est du texte encodé en hexadécimal avec .cypher. Alors là, la différence entre les deux, c'est l'interprétation, hein. Ici, est-ce que le texte qui sera décodé est compris dans le ISO 8859? Est-ce qu'il est compris dans le UTF et UTF-8? La réponse là est oui, hein. Ici, c'est des caractères ASCII de base très connus, donc c'est compatible avec ISO 8859, c'est compatible avec UTF-8. Donc tout va bien. Maintenant aussi, on peut utiliser de l'UTF-8 avec de la base 64. Donc ici, c'est un petit peu plus contraignant parce que, ouais, voilà, vous spécifiez B pour base 64 et en fait, vous devez encoder l'ensemble de la partie locale en base 64. Vous avez pas la liberté de faire ça, quoi. Parce qu'en fait, ça, là, c'est des caractères qui sont aussi, qui sont aussi compris dans la base 64. Donc, en fait, ça va être interprété comme de la base 64 si vous le mettez ici. Si là, je mets .cypher, ça sera interprété comme de la base 64. Donc, il va être décodé à partir de la base 64. Alors que là, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ici, on veut décoder, là, on veut vraiment décoder l'ensemble. Euh, et voilà, après, vous mettez votre domaine classique. Et ici, j'ai fait quelque chose un petit peu plus compliqué. Enfin, un petit peu plus compliqué. Vous allez voir qu'on peut mixer plein de choses. Ici, là, j'ai mis UTF-7. Bon, là, vous aurez bien pu mettre UTF-8 aussi pour cet exemple. C'est juste pour vous montrer que on peut utiliser différentes charsets. Et j'ai mis du Q-encoding. Donc, de Q-encoding, ça va me permettre de mettre du texte imprimable comme ça. Et ici, j'ai mis de l'UTF-7 encodé en base 64. Donc ici, ouais, je peux utiliser de la base 64 et de l'hexadécimal et des caractères imprimables. Donc ici, vous allez me dire comment est-ce que j'ai eu ça. Donc là, j'ai encodé Lumos
Donc j'ai spécifié que l'Humos, voilà, c'était l'UTF-7 et je l'ai converti en UTF-16 en Big Endian. BE, ça veut dire Big Endian. Donc ouais, voilà, les UTF-7, c'est du 7 bits. Donc là, j'ai mis le 7 bits en 16 bits et je l'ai mis en base 64. Donc là, si vous ne me croyez pas, hein, vous avez ici la table d'Unicode. Donc la table d'Unicode, là, elle vous dit par exemple que voilà, le L qui est juste ici, c'est 006C, donc c'est 4 fois 4 bits, parce que c'est de l'hexa hein, ici, hein. C'est de l'hexa, donc 4 fois 4 bits, ça fait 16. Donc voilà, c'est encodé sur 16 bits. Et ici, voilà, je vous ai mis l'équivalent de cette commande-là, hein, en hexadécimal, 006C pour le L, etc. pour le reste de l'UMOS, hein. En base 64, ça vous donne exactement la même chose, hein. Donc aussi, vous avez peut-être remarqué que j'ai mis d'autres caractères, l'esperluette et le petit tiret à la fin. Alors, il y a parfois sur internet, vous allez trouver un plus au lieu d'un esperluette, mais là, moi, j'ai utilisé le RFC 3501 qui spécifie que l'esperluette is used to shift to modify base 64 et après vous utilisez le petit tiret comme ça to shift back to US ASCII. Voilà. Donc ici j'ai shift back aussi de la base 64 à de l'ASCII. Donc là ici là c'est des caractères imprimables. Et voilà. Donc maintenant on peut voir un exemple d'utilisation. Donc on imagine que ici on imagine qu'un site web ne veut pas qu'on utilise le domaine hacker.exe. Donc ouais, c'est juste pour l'exemple, hein. Donc l'objectif, ça va être quoi? L'objectif, ça va être par exemple d'enregistrer lumos.cipher. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez en partie locale, hein. Mais ce qui est important, c'est d'enregistrer hacker.exe. Donc ici aussi, j'ai mis un espace. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un espace? Parce qu'en fait, j'ai pas envie que d'enregistrer lumos.exe concaténé, enfin lumos.cipher@hacker.exe concaténé avec gmail.com. Parce qu'en fait, enfin, j'ai envie que la partie analyse dise ok, ça finit par gmail.com et pas par hacker.exe, donc c'est good. Mais la partie qui va enregistrer mon email n'enregistre pas le @gmail.com. J'ai envie qu'il enregistre juste ça. Donc en fait, là j'ai mis un espace pour séparer les deux, juste pour qu'ils prennent la première partie. Donc ici, là, je vous ai mis deux exemples d'utilisation, enfin deux exemples d'exploit entre guillemets. Donc là, j'ai juste fait avec de l'UTF-8 et j'ai mis du Q-encoding. Donc ça me permet d'utiliser l'Humos.cipher juste comme ça. Voilà, c'est un dot atome, hein, c'est autorisé. Égal 40, alors le égal 40 c'est quoi? C'est l'arrobase, ici, juste ici, hein. Vous avez l'arrobase 40 en hexadécimal et après hacker.exe, ça c'est autorisé. Et après vous mettez égal 20, donc c'est l'hexadécimal pour l'espace, vous l'avez juste ici. Et normalement ça devrait fonctionner. Bien sûr ça devrait fonctionner dans le cadre où le parseur autorise de l'UTF-8 avec du Q-encoding. Pareil, on peut, en se basant sur là le dernier exemple que je vous ai mis ici, vous pouvez utiliser du Q-encoding, donc pareil, hein, tout ici c'est pareil, mais l'espace ici, j'ai mis de la base 64, donc ça va être de l'UTF-8 en base 64. Donc ici, A c'est A, égale, c'est tout simplement l'espace représenté en base 64. Donc maintenant, on va passer à la partie démo. Alors la partie démo, je l'ai décomposée en trois sous-parties. Donc on va explorer les restrictions du site web, on va après déterminer les combinaisons qui fonctionnent, et puis après on va essayer de s'enregistrer avec les combinaisons qu'on a repérées. Donc j'ai utilisé un CTF de Portswinger pour faire la démo.
Donc ouais, pour Swinger, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait de la sécurité web. Je sais pas si vous connaissez par exemple Burpsuit. Bah, c'est eux qui ont fait cette solution qui est assez sympa. Donc en fait, bon, pour faire un petit tour du CTF, vous avez bah, le Home. Le Home, bon, bah, c'est la page Home, quoi. Et on va essayer de se register. Donc ici, vous avez une page pour enregistrer un compte. Mais vous allez voir, il y a quelques restrictions. Donc, if you work for Gene and Juice, please use your geneandjuice.shop email address. Et, euh, et voilà. Donc, si vous faites des petits tests comme ça, vous mettez un email, par exemple, je sais pas, lumos@gmail.com et un password, n'importe quoi, vous allez avoir un petit problème. Donc, only emails with geneandjuice.shop domain are allowed. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas vous enregistrer avec n'importe quoi. Et en fait, le but du lab, ça va être de s'enregistrer avec un email client. Un email client qui est attacker@exploit et un ID comme ça, .exploitserver.net. Donc ça va être notre target. Ça va être ce qu'il va falloir enregistrer. Donc ça, on le met de côté. Et ouais, bon, si vous voyez, hein, on peut pas s'enregistrer avec non plus. Donc là, le but, ça va être de faire croire qu'on a une adresse email qui finit par geneandjuice.shop. Mais en fait, ça ne sera pas du tout le cas. Ça va être notre email attacker, je sais plus trop quoi. Donc maintenant, on va essayer de savoir s'il fonctionne. Donc on va essayer de faire des premiers tests, hein. Je sais pas je sais pas si vous vous rappelez de tout ça là. Mais voilà, on va voir si le parseur utilisé autorise des choses comme ça, autorise, je sais pas, par exemple de l'UTF-7 avec la base 64, plus du Q-encoding, etc. Donc on va essayer de déterminer tout ça. Donc si on retourne là-dessus, on va utiliser un username, on va utiliser par exemple cette adresse email. Donc là, on va voir si, il autorise les backslash, les caractères d'échappement. Hop. Et apparemment, c'est pas le cas. Donc on peut faire aussi la même chose avec les valeurs citées. Donc juste avec des guillemets. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas non plus. Donc maintenant, on va peut-être essayer l'encodage. Donc là, pour ça, je vais avoir besoin d'un terminal juste pour convertir des choses. Donc là, on va peut-être juste utiliser de l'UTF-8 avec de l'encodage hexadécimal. Donc si par exemple on utilise ça, on va juste encoder test. Donc c'est ça, on va le mettre sous forme du Q encoding. Donc normalement ça doit nous donner ça. Voilà. Et on teste. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il détecte des choses, voilà, ça va être des problèmes de sécurité. Il ne veut pas. Maintenant, on peut peut-être essayer d'utiliser de l'UTF-8 avec de la base 64. Donc pareil, on convertit test en base 64. Donc ça nous donne ça. Et donc l'email qui en résulte, c'est celle-ci. Donc maintenant, on va mettre hop là, un username, un mot de passe. Et ça a réussi. Donc voilà, celui-là, on peut le mettre de côté. Hop. Tac. Voilà, on le met de côté. On va essayer d'autres choses. On va essayer par exemple de l'UTF-8 avec du Q-encoding. Donc par exemple juste ça comme ça. Donc là j'ai pas mis le Q encoding avec
de l'hexadécimal parce que vous avez bien vu juste avant, ça a été rejeté pour des raisons de sécurité. Donc là, je vais juste envie d'essayer du Q-encoding, mais juste des caractères imprimables. Donc hop, on met le password. Et ça fonctionne. Bon bah c'est cool. C'est cool, ça fonctionne. On sait qu'on peut utiliser du Q-encoding et juste des caractères imprimables. Donc je vais mettre ça là. Hop. Et après, la dernière chose que j'ai envie de tester, c'est, enfin en tout cas avec l'UTF-8, ça va être un email comme ça, où en fait j'ai, attendez, hop, register, un email comme ça. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai repris le AZERTY, mais j'ai calé un arrobase. J'ai calé un arrobase en base 64. Donc voilà, hein, si vous voulez savoir ce que ça donne, là c'est AEA. Et le AEA, je l'ai mis comme je vous avais dit, entre un esperluette et un petit dash comme ça. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ok, bah ça c'est vachement cool. Si ça fonctionne, on va le noter. Alors là, vous demandez peut-être aussi si ce que j'ai fait là est possible avec l'UTF-7. Donc peut-être qu'on va essayer de faire tout ça avec l'UTF-7. Donc déjà, on va peut-être tester ça. Register. Tester ça n'avait pas fonctionné pour des raisons de sécurité. J'ai bien envie de savoir si ça fonctionne avec de l'UTF-7. Ok, non, c'est la même chose. On peut tester la même chose, ça, la full base 64, mais en UTF-7. Ok, ça fonctionne aussi. Donc ça, là, ça fonctionne aussi en UTF-7. Donc on va juste le mettre là. UTF-7. J'ai aussi envie d'utiliser ça. Hop. Ça, mais avec de l'UTF-7 aussi, pour savoir si ça fonctionne, hein. Donc ouais, il autorise l'UTF-7 avec les caractères imprimables. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. On aura pas mal de possibilités, voir ce que je peux utiliser pour exploiter tout ça. Et on va aussi essayer la combinaison du Q-encoding et de base 64. Donc on peut tester ça, register, hop. Donc ici on va essayer la même chose mais en UTF-7. Ok, bon bah ça c'est intéressant. Ça ne fonctionne pas avec l'UTF-7. Bon là j'ai essayé UTF-8, UTF-7. Là ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas en UTF-7. Ok, bon bah pourquoi pas. Maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser du coup là ces méthodes là, mais essayer d'enregistrer du coup c'était le target, c'était ça. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, voilà, ça c'est le target, c'est de s'enregistrer avec ça. Donc là on va peut-être commencer par du full base 64. Donc mettre tout ça en base 64. Donc utiliser là, cette première combinaison. Donc hop, on va peut-être faire... qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va echo. Hop, tout ça. On va mettre un espace hein, à la fin comme je vous avais montré pour séparer Gin and Juice. Donc ça, et on va l'encoder en base 64.
Donc ça nous donne tout ça. Donc tout ça, hop, on va le copier et on va le mettre dans notre adresse email. Hop. Hop. Donc ce que ça nous donne ceci. Hop. Username Loom. Hop. Le password. Ok, bon là il ne veut pas. Il ne veut pas. Je sais pas bien pourquoi. Alors il me dit que. Ah oui. Ok, bon peut-être que là il y a un retour à la ligne qu'il aime pas. Je vais peut-être supprimer le retour à la ligne. Hop. Ouais, voilà. Ok, hop, enregistré. Ok. Maintenant, peut-être qu'on peut voir s'il l'a pris en compte. Eh oui, il l'a pris en compte. Donc là, ça fonctionne. C'est sympa, voilà. Vous pouvez mettre de la base 64. Donc là, ça a directement fonctionné. Donc c'est assez cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et si vous avez bien aimé ce contenu, faites-le moi savoir en me soutenant. Abonnez-vous, likez, mettez un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.